Il sera effectivement question d'expérimentation novatrice et solidaire avec en ligne de mire cette lutte contre la précarité alimentaire, précarité qui concerne hélas nombre de nos concitoyens. Je ne vais pas vous représenter, vous avez été fort bien présenté, Pascal Chicot et Sarah Cohen. Et Pascal, justement, au sein du Sicoval, vous êtes en charge de ce qu'on appelle le PAT. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme, le projet alimentaire territorial? Qu'est-ce qui a présidé à sa mise en place? Donc bonjour tout le monde. Donc le PAT, donc projet alimentaire territorial, est un programme poussé par l'État qui est un peu lié à la loi pour l'avenir de l'agriculture, des forêts de 2014, octobre 2014. Donc nous au Sicoval, donc on s'est lancé très rapidement. Rapidement, plus ou moins rapidement, dans cette démarche, puisqu'on a compris très rapidement que l'alimentation était un sujet qui touchait tout le monde. Monsieur Bolzan l'a dit tout à l'heure, le bien manger est très important. Et donc, pour cela, on a commencé donc, à rentrer dans cette démarche par le côté citoyen. Donc, on a commencé par des diagnostics de population qui ont renforcé cette idée que nous avions, que c'était un sujet très prégnant pour la population. Le législateur a voulu aussi que cette démarche soit justement quelque chose d'ancré dans les territoires, donc commencer par un diagnostic, et a voulu aussi que cette démarche soit systémique, c'est-à-dire changer un système, changer toute une filière qui part de la production et qui va jusqu'à la fourchette. Donc on entend beaucoup parler maintenant dans tous les colloques qu'on fait de la fourche à la fourchette. Et bien voilà, c'est ça en gros un PAT. Qu'est-ce qui caractérisait finalement le Sicoval? Il y avait des producteurs, il y avait des demandes, il y avait des personnes en situation de précarité alimentaire. Qu'est-ce qui est ressorti du diagnostic? Alors le diagnostic a montré sur notre territoire que la population souhaitait se rapprocher du producteur, c'est-à-dire en gros savoir ce qu'il y avait dans son assiette. Ce qui a aussi aidé au développement de notre PAT, c'est la crise sanitaire. On en parle de moins en moins de nos jours, mais elle a existé et on s'est aperçu, notamment sur les réseaux d'approvisionnement, qu'il pouvait y avoir des problèmes à ce niveau-là. Et donc la population a pris en pleine tête conscience que le fait de manger quelque chose qui est produit pas loin de chez soi était très bon pour la santé et aussi résilient. Donc c'est ça qui est ressorti pas mal de notre diagnostic. Vous avez finalement mené 3 actions concrètes. La première d'entre elles, une épicerie sociale et solidaire, ouverte à tous, avec des tarifs sociaux. Comment ça se passe? Là aussi, vous êtes fondé sur des citoyens volontaires, vous vous déplacez sur l'ensemble du territoire. Racontez-nous. Alors cette initiative, donc ce premier projet, a été fait pour répondre toujours pareil, donc à des actions de notre projet alimentaire territorial. C'est l'axe 2, c'est rendre une alimentation juste, durable, respectueuse de l'environnement pour tous. Puisque, je pense que vous le savez tous, l'alimentation durable existe, mais elle n'est pas forcément accessible à tous. Donc je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste avant par le monsieur Defebvre. C'est oui, il faut payer le juste prix de l'alimentation, mais le problème c'est que tout le monde ne peut pas le faire. Donc pour ça, pour pouvoir permettre à tout le monde de le faire, il va falloir mettre tout un système, développer tout un système autour de ça pour respecter la rémunération des agriculteurs, parce que tout travail mérite salaire, évidemment, et produire durable, respectueux de l'environnement, ça a un coût en général supérieur. Et donc comment on fait pour résoudre cette quadrature du cercle? Alors cette quadrature du cercle, l'une des solutions que nous avons trouvées, c'est une épicerie sociale et solidaire. Donc on s'est appuyé sur des acteurs locaux, le GESMIP, le FRCIVAM. On a répondu à un appel à projet qui est l'appel à projet Mieux manger pour tous, qui nous permet d'avoir un financement pour gérer le développement de ces épiceries sociales et solidaires. Une épicerie sociale et solidaire, c'est en gros une boutique où on peut acheter de la nourriture et on la paye, tout le monde y a accès, et on la paye plus ou moins cher en fonction de ses revenus. C'est pour faire très court, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très vertueux, puisque on le verra aussi avec la sécurité sociale alimentaire, mais
on y vend des produits qui sont produits de manière saine et on permet à des populations qui n'ont pas accès à cette alimentation-là d'y avoir accès à un tarif raisonnable. C'est quelque chose qui pourrait se développer de manière très très large et permettre à toutes les populations qui sont éloignées de ce type de nourriture d'y accéder. J'imagine que vous faites appel à des producteurs locaux. Alors oui, alors c'est pas vraiment le SICOVAL. Le SICOVAL est animateur de cette démarche, donc c'est plutôt les réseaux AFRCIMAP et GESMIP qui gèrent ça. Mais oui, l'idéal, donc sur le côté respectueux de l'environnement, c'est justement de s'approvisionner le plus local possible et de dynamiser le réseau des producteurs locaux. Une deuxième action concrète, vous l'avez un peu cité rapidement, mais on va justement approfondir cela, c'est cette sécurité sociale de l'alimentation. Vous participez à cette sécurité sociale de l'alimentation qui s'appelle Kessalim. Et pour ce faire, justement, on se tourne à présent vers vous, Sarah Cohen. On l'a dit, vous êtes ingénieure de recherche, vous êtes coordinatrice de ce projet Kessalim Toulouse. Alors, c'est quoi cette sécu, ce droit à l'alimentation Expliquez-nous. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une proposition politique qui est portée par un collectif national, d'organisations nationales comme les CIVAM ou la Confédération paysanne ou des associations citoyennes qui proposent d'instituer un droit à l'alimentation durable en France sur l'inspiration du régime général de sécurité sociale. Donc ce que propose ce collectif, c'est vraiment de s'inspirer du régime de sécu en créant une 6e branche pour l'alimentation, basée sur l'universalité, donc pouvoir attribuer un budget de 150 € par personne et par mois pour une alimentation qui serait conventionnée au sein de comités locaux de l'alimentation, qui seraient formés aux enjeux de l'alimentation et ce qui leur permettrait de définir leurs conditions sociales et environnementales pour leur alimentation. Et ce dispositif, il serait financé par de la cotisation sociale. Alors, vous parlez de conventionnement sur l'aspect démocratique, vous parlez de cotisation sociale. Donnez-nous un peu de détails parce que c'est un projet ambitieux. On sait que la Sécu, c'est pas fait en un jour. De se dire, tiens, on va rajouter une 6e branche et on comprend que l'objet est complètement louable et génial. Mais il y a quand même des aspects techniques et quelques petits obstacles à franchir. Il y a pas mal d'aspects techniques. Après, la Sécu, ça s'est monté en 6 mois. Hein. Ça a été quand même rapidement fait. Par contre, c'est vrai qu'elle s'est appuyée sur des caisses locales de santé, sur des mutuelles de santé qui existaient déjà et qu'elle est venue unifier. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, ce serait faire voter une loi pour créer cette 6e branche, ce qui n'est pas tout à fait d'actualité. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'expérimenter sur le territoire des caisses locales qui s'inspirent de ce projet-là, dont le projet Kessalim. Racontez-nous dans les détails comment ça se passe concrètement, cette initiative locale. Moi j'ai envie d'accéder à une alimentation de qualité, j'ai pas forcément les moyens. Vous parlez d'une cotisation, qui est-ce qui va m'aider, comment est-ce que je vais recevoir cet argent, à quel endroit je peux le dépenser, quels sont les producteurs. Oh là, ça fait beaucoup de questions tout ça. Ça fait beaucoup de questions. Il y a eu plusieurs étapes de montage. L'idée fondamentale, c'est d'amener les citoyens et les citoyennes à se questionner sur leur alimentation en les aidant à avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour se poser ces questions-là. Donc on a d'abord mobilisé sur 4 territoires, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de l'aire urbaine toulousaine, des groupes d'habitants qui ont suivi une phase de formation aux enjeux de l'alimentation, rencontré des producteurs locaux, des artisans, des commerçants, etc., pour ensuite définir leurs critères pour leur alimentation. Et sur cette base de critères, ils sont allés rencontrer les magasins, les producteurs, etc., qui répondaient à ces critères pour échanger sur leurs pratiques et pouvoir ensuite voter ce qu'on appelle leur conventionnement dans le projet, c'est-à-dire le fait qu'ils vont pouvoir vendre des produits aux membres de cette caisse d'alimentation. Et ces espaces citoyens sont aussi des espaces de solidarité économique. Donc on ne peut pas expérimenter de la cotisation sociale, parce que pour ça il faut une loi. Par contre, on peut expérimenter une forme de contribution volontaire, solidaire, différenciée pour les personnes qui participent à ce projet. Et donc les gens vont mettre entre 4 et 140 € dans la caisse chaque mois pour recevoir un budget de 100 € sous forme de monnaie alimentaire, qui s'appelle la Mona. Et cette monnaie, ils vont l'utiliser tous ceux qui sont en dessous de 100 € sont bénéficiaires. Tous ceux qui sont au-dessus sont contributeurs. Principe de sécu.
Tout à fait. Après, ça dépend sur quoi on regarde. Financièrement, effectivement, ceux qui sont en dessous, qui cotisent moins que 100 € sont bénéficiaires et ceux qui sont au-dessus sont contributeurs. Mais si on regarde à l'échelle de la transformation du système alimentaire et de l'indispensable que chacun ait accès à cette alimentation, on est tous bénéficiaires de ce type de projet. Oui, parce que vous rappelez qu'il y a 68 milliards d'argent public pour faire fonctionner le système alimentaire. Et vous dites, je vous cite, et ensuite réparer les impacts qu'il a sur l'environnement. Oui, c'est une étude qui est très intéressante que je vous invite à regarder, qui a été faite par le BASIC et commanditée notamment par le Secours catholique, et qui montre à quel point en fait on injecte de l'argent public via des exonérations fiscales, des subventions, des exonérations sociales dans ce système alimentaire, dont 80% de ces 68 milliards sont pour alimenter un système alimentaire qui est délétère, qui va avoir des impacts sur la santé, sur l'environnement, sur l'eau, etc. Et par ailleurs, on va injecter 20 milliards d'euros pour réparer ces dégâts. Donc en fait, on alimente un système qui crée des dégâts et ensuite on vient encore mettre de l'argent public pour les réparer. Donc vous intervenez à votre échelle, pour l'instant à échelle locale. On parle de 30 commerçants, producteurs, artisans conventionnés. Combien d'adhérents sur cette expérience, cette initiative locale ? Donc nous, on a décidé de grossir progressivement aussi pour permettre aux nouvelles adhérents du projet de s'intégrer et de faire partie vraiment intégrante du groupe qui réfléchit à orienter le système alimentaire, en fait, ce petit système alimentaire. Donc au départ, on a commencé avec une centaine d'adhérents. On a lancé les premières caisses Nord et Sud en octobre. Et là, on lance la 3e caisse, celle de l'Est, en janvier. Et on grossit celle du Nord et du Sud pour avoir 250 adhérents sur janvier, février, mars, et ensuite 400 adhérents sur avril, mai, juin. Alors dans la table précédente, on parlait des freins. J'imagine qu'il y en a. Déjà, vous avez souligné quelque chose, c'est que pour l'instant, il s'agit d'une initiative locale, mais pour passer à l'échelon national, il faut un aspect législatif. On sait qu'en ce moment, en France, c'est plutôt calme, hein, la situation législative. Comment on fait pour passer à l'échelle ? C'est une question que je peux vous poser aussi, Pascal. De ce côté-là, justement, ça passe. On sort du domaine de la recherche et on passe sur le plan politique. Et c'est pour ça que nous, collectivités, je sais que Toulouse Métropole y est, je sais que Montpellier y est, on s'empare petit à petit de ce sujet. On finance à la hauteur de nos moyens tous ces projets, justement, et on essaie d'en parler le plus possible pour que ça soit développé dans toutes les régions, dans tous les départements. Et selon moi, plus il y aura d'initiatives de caisses sociales, enfin de caisses de sécurité sociale alimentaire, plus le politique, côté législatif et qu'on dirait député, considéreront que c'est un besoin essentiel aux Français, et à ce moment-là, ça deviendra une évidence pour l'Assemblée de légiférer sur ce sujet. C'est ce côté-là, je pense, qui est très important. Donc toutes ces démarches, elles sont très, très, très importantes, et on encourage les gens, les politiques, donc mes collègues qui sont dans la salle, à les développer sur leur territoire, justement pour générer une visibilité de ce type d'activité. Vous le savez, ce qui coince souvent, c'est le financement. Quand on parle des sous-sous, il y a un gros enjeu. Comment ça se passe ? Il y a déjà des financements qui sont fléchés. Racontez-nous, Sarah, quelques pistes. Et Pascal ? Juste, je voudrais dire, alors on dit toujours que le problème c'est le financement, mais Sarah l'a dit, la malbouffe sur la France coûte aux alentours de 20 milliards, quoi. Donc là, il y a de l'argent, quoi. Donc ça pourrait permettre. Désolé de t'avoir coupé la parole. Pas de souci. Effectivement, on pourrait déjà réfléchir un certain nombre de fonds publics vers l'alimentation, pour alimenter ces systèmes alimentaires vertueux, plutôt qu'aller alimenter un système alimentaire délétère. Nous, dans le projet Caisse Salim, on a effectivement pas mal de subventions. On est à plus de 80% financé par des subventions publiques de l'État via la DRET, c'est le fonds Mieux manger pour tous, dont Pascal a parlé, par le département, par un peu la métropole, un petit peu le SICOVAL, un peu la région. Enfin voilà, on va vraiment taper un peu à toutes les portes et on cherche à... Ça prouve qu'ici, localement, tout le monde est en ordre de marche, adhère à l'initiative. On voit que Pascal tourne la tête sur le côté. C'est encore assez. Allez, il nous faut des noms. Hein. Assez. On est dans l'esprit Jean-Jacques Bolzan, là. Il faut y aller, il faut balancer, quoi. Il faut être clair, comme il faut être clair. Si peut-être que je peux dire, alors je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'on commence sur notre zone sud. J'ai les chiffres de Montpellier, mais ce type de caisse à Montpellier est financé à 54% par les cotisations déjà. Donc ça fait déjà un petit peu moins à récupérer, quoi. Alors je ne sais pas où on en est nous de notre côté, hein, mais...
Oui, nous, ça dépend des territoires au sud. Donc, financé par les cotisations, ça veut dire que en fait, les personnes cotisent. Et pour compléter ces cotisations, pour pouvoir redistribuer les 100 monas par personne, il faut qu'on complète par des subventions. Donc, dire que c'est financé à 54%, ça veut dire qu'il y a 54 € sur les 100 qui sont amenés par les cotisations et 46 par les subventions. Nous, au sud de l'aire urbaine toulousaine, on est plutôt sur 67%. Donc les cotisations des adhérents permettent de financer 67 € sur les 100. Au nord, par contre, on va être plutôt sur 53%, parce que les réalités aussi sont différentes en fonction des territoires. C'est une période de transition tant qu'on n'est pas passé à l'échelle, mais c'est déjà assez remarquable. Vous avez aussi ouvert un chantier sur les cotisations pour les employeurs. Il y a plein de pistes. Oui, parce qu'il faut qu'on diversifie. On voit bien que là, l'argent public est de plus en plus compliqué. Que les collectivités n'ont pas les moyens en fait de porter, elles peuvent soutenir ces projets mais elles n'ont pas les moyens de les porter entièrement, et donc on essaye de réfléchir aussi pour se rapprocher de cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation qui est basée sur de la cotisation sociale, sur comment des entreprises, si elles le souhaitaient, pourraient cotiser pour leurs salariés et proposer un budget alimentaire durable à leurs salariés par une adhésion à la caisse Alim comme un avantage en nature. Et donc ça, c'est un travail qu'on a mené et qu'on mène avec un expert comptable pour voir comment mettre en place peut-être un rescrit social au niveau de l'URSSAF et de la MSA qui permettrait aux entreprises de cotiser. Vous avez plein de pistes et vous essayez tous azimuts. Merci beaucoup. On revient pour terminer avec le projet alimentaire territorial d'Issy-Coval et un dernière axe et dernière action concrète qui est alors très, très humblement l'animation d'un réseau d'acteurs sociaux. Le Issy-Coval joue un rôle de fédérateur à son échelle, en prenant la place qu'il a, mais sans empiéter sur qui que ce soit. Vous faites du lien, finalement. Tout à fait. Donc, on a vu là qu'il y avait plusieurs axes pour permettre cet accès à l'alimentation à tous. Mais dans la population, il y a des gens qui n'ont carrément aucun moyen, 0, 0, 0, 0. Donc, ils ne pourraient même pas cotiser sur une SSA, et donc pour ces populations-là, donc il y a tout un réseau d'acteurs type Secours Populaire, Secours Catholique. Alors je parle des gens qui sont sur Castanet, la famille Bartimé, tout un tas d'acteurs comme ça, qui passent aussi par les CCAS, qui sont là justement pour faire cette aide alimentaire, quoi. Et donc tous ces réseaux, ouais, ils se connaissent, mais ils se parlaient pas trop, en tout cas pas sur notre territoire. Donc du coup, nous, en tant que collectivité, on s'est dit qu'on va essayer d'animer un réseau, justement pour les faire discuter ensemble tous, savoir ce qu'ils font, mutualiser des moyens. Et donc, à l'aide de l'appel à projet Mieux manger pour tous, on a pris le FR-CIVAM comme facilitateur pour animer justement tout ce réseau, les faire se rencontrer, voir ce que l'un fait, ce que l'autre fait, ce que l'un peut aider l'autre à faire, voilà, et dynamiser cette partie-là de l'accès à l'alimentation pour encore plus tous, quoi. Allez, dernière phrase, un peu moins longue que celle de Jean-Jacques, mais si on doit se projeter dans le futur, qu'est-ce qui manque, l'idéal, ce serait quoi là, sur l'année qui vient? Sarah. Je commence. Alors, je ne sais pas si c'est sur l'année qui vient, mais moi, je pense que ce qui serait nécessaire, c'est de favoriser cette mise en réseau et cette mise en système des initiatives. Par exemple, l'épicerie sociale et solidaire qui est soutenue par le Issy-Coval, la Caisse Alim peut conventionner cette épicerie, peut conventionner le domaine de Candy, par exemple, qui est l'un des projets fortement portés par la métropole, et donc faire vraiment des vrais liens et créer un système, mais pas juste des actions les unes à côté des autres, mais un vrai système alimentaire alternatif. Ce qui manque, c'est ça, c'est que c'est morcelé, c'est éclaté pour l'instant. Pour l'instant, on a plein d'acteurs, plein d'initiatives, mais elles ne font pas système entre elles. Et donc, c'est comment on arrive vraiment à créer ce tissage entre ces initiatives. Pascal. Moi, je serais sur alors, l'année, c'est continuer dans ces différentes actions de mutualisation. Mais moi, je verrais plus grand, sur la SSA. Pour moi, c'est vraiment l'action qu'il faudrait développer. Il faudrait que nous, politiques, on en parle à nos députés, qu'on en parle à nos conseillers régionaux, parce que je pense qu'il faut que ça passe les différents échelons. Si les régions s'emparent de ce sujet-là, donc elles vont pouvoir aider financièrement. On a vu qu'il manquait tantôt 46, tantôt 37 € pour faire fonctionner la caisse. Donc déjà apporter une partie de ce financement-là pour pouvoir le développer de plus en plus et
in fine, réussir à atteindre l'État pour pouvoir généraliser cette caisse et la rendre la 7e jambe, 6e ou 7e, j'ai pas entendu. 6e jambe de la sécurité sociale. Merci beaucoup à tous les deux. On peut vous applaudir chaleureusement. Merci pour ce projet et ces propositions.